Bonjour à tous, bienvenue dans la 3e capsule vidéo du Bon Temps Show. Je vous remercie infiniment la semaine dernière d'avoir été présents, très nombreux pour la 2e émission avec Léane Godibong et son livre Le roman de Nadine. Nos partenaires Bleu, Blanc, Zèbre, que connaît bien mon invité aujourd'hui, et également les thérapeutes parisiens et le collectif Ma Bienveillance. Donc je vous remercie, et aujourd'hui mon invité est Guillaume Villemot, fondateur du mouvement Bleu, Blanc, Zèbre et également fondateur du festival Les Conversations. Il est venu aussi pour nous parler de son livre, il va nous présenter. Bonjour Guillaume. Bonjour Alexandre. Et merci d'avoir accepté mon invitation. Donc voilà, nous allons parler de votre livre, comme je disais en préambule, Le pouvoir des mots, oser les conversations. Alors, c'est un titre aussi il y a un sous-titre qui dit « Ou comment les nouveaux outils de communication peuvent devenir de véritables espaces de conversation ». La 5e édition, le Festival des Conversations, donc le 6 avril, c'est la 5e édition. C'est la 5e édition, exactement. Voilà, le 6 avril, c'est également la sortie du livre. Oui. Et nous parlerons aussi ensemble, si vous le voulez bien Guillaume, du collectif de la bienveillance, parce que je vous poserai des questions sur la bienveillance que nous ont préparé le collectif Ma Bienveillance. Donc, moi ma première question que je voulais vous poser Guillaume, c'est donc pourquoi avoir voulu écrire un livre sur les conversations, pourquoi ce sujet vous intéresse-t-il autant? Et une 3e question sur la même question, est-ce que les conversations avaient disparu? Alors pourquoi écrire un livre sur les conversations? Parce que ça fait maintenant, donc, ce que vous disiez, c'est la 5e édition du Festival des Conversations. Il existe, on l'a lancé l'année dernière au Maroc, il y a un certain nombre d'autres pays et d'autres lieux qui s'en sont emparés. Et j'ai trouvé que c'était intéressant de rassembler un petit peu toutes ces expériences que j'avais pu avoir, et aussi ce cheminement que j'ai pu faire, où au départ j'étais très inquiet sur l'état des conversations, en me disant qu'on était dans un monde où on allait de plus en plus vers une suppression, une disparition des conversations au profit de moyens de dialoguer qui étaient plus rapides, plus immédiats et certainement moins profonds. L'année dernière, vous avez reçu, effectivement, vous avez raconté la petite anecdote de votre fils. C'est ça. Voilà, qui parlait à son téléphone. Voilà. Et c'est pour ça que ça a été le point de départ du festival. C'est qu'un jour, un de mes enfants me dit « Mais papa, j'ai un de mes copains qui, tous les soirs, s'endort en parlant à son téléphone. » Et effectivement, avec l'application Siri, on peut parler à son téléphone et le téléphone répond. Je suis beaucoup moins pessimiste cette année que les 4 années précédentes. Pourquoi? Parce que je pense qu'on est en train d'arriver à une période où finalement toutes ces fenêtres de conversation qu'on a à notre disposition, on est en train de les dompter. C'est-à-dire qu'on arrête de les subir, ce qu'on fait depuis quand même une dizaine d'années aujourd'hui, et on commence à prendre un peu le pas dessus, et petit à petit on arrive à se servir de ces outils-là comme des moyens d'aller ouvrir de nouvelles conversations. Et ça, c'est positif. Exactement. Donc, vous faites référence, je pense, à tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, je ne peux pas les citer tous, tellement Snapchat. Voilà. On peut aussi penser... moi, j'ai vu une vidéo sur Internet où justement, on parlait des conversations, de l'intérêt de renouer avec les conversations, qui est pour moi aussi, pour reprendre votre terme aussi, vous reprenez souvent une gourmandise. Votre livre, je l'ai lu avec plaisir, on le lit avec gourmandise. Merci. Et donc, j'ai vu une vidéo d'un conducteur de métro qui incite les usagers à converser entre eux et avec humour. Il leur dit mais vous avez une drôle de tête ce matin, alors mais regardez à côté, il y a quelqu'un, peut-être que vous pouvez lui parler. Je trouve ça génial. Effectivement, et du coup, ça donne du... Vous savez qu'on fait la tête bien souvent parce qu'on se dit, pour aussi citer des exemples sur Internet, des outils, des plateformes, j'ai vu aussi qu'il y avait une plateforme qui s'appelle Visite. Vous en avez entendu parler? Tout à fait. Grâce à vous d'ailleurs. Non, mais moi je pense que le grand message d'optimisme, c'est que finalement, ces outils digitaux qu'on a à notre disposition font et nous donnent l'envie d'aller nous voir physiquement. Vous parliez de visite, vous parliez de ce qui peut exister dans le métro, alors pas forcément avec cet exemple-là, mais il y a d'autres exemples comme ça qui existent, ou y compris d'ailleurs, et c'est paradoxal, quand on regarde le comportement de certains joueurs sur des jeux en réseau comme World of Warcraft, on se rend compte que très vite, certains en tout cas, même la majorité, ont envie de venir se retrouver et ont envie de se voir dans la vraie vie et de retrouver à ce moment-là, j'ai bien la connivence d'une véritable conversation. Et oui, vous citiez également aussi Pokémon Go dans le livre. Exactement. Qui a été une façon finalement aujourd'hui, qui est devenu un sujet de conversation à part entière pendant tout l'été dernier, où les gens ne parlaient que de ça, y compris les panneaux sur les autoroutes disaient attention, celui qui joue ne doit pas être celui qui conduit. Donc ça c'est le côté aberrant de nos systèmes. Mais en revanche, ce que faisaient les gens, c'était d'aller se retrouver. Et je crois que c'est ça le message optimiste à retrouver, c'est que nos conversations, il faut être très vigilant et énormément continuer à les protéger, à les sauvegarder, mais il faut les faire grandir
avec les outils qu'on a à notre disposition. C'est-à-dire que ce ne sont pas des outils du Moyen-Âge ou du 19e siècle, ce sont des outils excessivement contemporains. Et ce que j'ai voulu montrer avec ce petit livre, c'était à quel point, justement, elles étaient contemporaines dans les moyens de communication et de converser qu'on a à la disposition. Oui, justement, dans ce livre, effectivement, ce livre est très bien documenté. Il y a des références historiques et aussi des références de notre époque. Donc, comment avez-vous construit ce livre? Parlez-nous-en un petit peu de la construction de ce livre et par rapport aussi à l'histoire et la manière de converser. Alors, je l'ai construit parce que je l'avais en tête depuis très longtemps, mais ça, c'est la façon que j'ai d'écrire, c'est d'abord de l'écrire dans ma tête et à un moment donné de me mettre face à la feuille de papier. Oui. Je l'ai construit comme étant véritablement à la fois une recherche historique, mais en même temps une recherche simplement, j'allais dire presque ethnologique, socio-culturelle, effectivement, qu'on peut avoir. C'est-à-dire de regarder ce qui se passe autour de nous, de regarder là où on a appris à converser, d'aller piocher toutes les initiatives que j'ai pu découvrir. Vous parliez tout à l'heure des zèbres, et les zèbres m'ont beaucoup aidé par rapport à ça et par rapport à ce qu'on fait sur le terrain, d'aller rencontrer des initiatives qui sont des vecteurs aussi de conversation. Je cite l'exemple d'une action qui s'appelle Parler Bambin, que j'ai découvert au moment du forum de l'économie positive du Havre, qui est une expérimentation qui est née à Grenoble et qui aujourd'hui existe dans une 50aine de villes en France. L'objectif de cette action-là, c'est qu'ils se sont rendus compte que on n'a pas tous le même bagage conversationnel dans nos familles. Vrai. Et on a des familles qui sont... On se rend compte que les gens où les familles ne parlent pas, les enfants, plus tard, quand ils grandiront, ne parleront pas, ils ne seront pas adeptes des conversations, ils ne seront pas ouverts aux autres. Et ces programmes avec Parler Bambin s'adressent à des enfants qui sont dans des crèches, donc vraiment aux premiers mois aux premières années de leur vie, et on va leur apporter, sous la forme de jeux, sous la forme d'approches très pédagogiques et ludo-éducatives, on va leur apporter finalement des armes pour se doter d'un véritable bagage conversationnel. Et on se rend compte que grâce à ça, on fait baisser l'échec scolaire. Parce que si effectivement on ne donne pas dès le plus jeune âge des bases de conversation, on va dans le mur parce qu'on ne sait pas s'exprimer. Donc du coup, on rentre dans une approche où on se referme sur soi, ça développe l'agressivité des uns vis-à-vis des autres, etc. Oui, on en avait parlé effectivement aussi avec la semaine dernière avec les goûters philo. Complètement. Et aussi avec ce qu'a mis en place donc Frédéric Lenoir, j'en avais parlé la première émission, avec sous la Fondation Sève. Voilà, tout ça, c'est un ensemble de choses qui se rejoignent et qu'on fait ensemble. Oui. Non, et juste sur la façon dont j'ai voulu le construire, c'est que j'ai voulu aussi aller chercher des exemples qui se passent en dehors de la France. Parce que oui, c'est vrai que on a tendance à toujours dire la France c'est le pays de l'art de la conversation, etc. Oui, mais nous sommes des handicapés de la conversation. Oui, vous avez référence à l'Afrique, notamment avec l'arbre à palabres. Tout à fait. Voilà, le Canada avec les placotoires, la Suède, là récemment j'étais à Stockholm. Dans tout Stockholm, on a développé des endroits où on met face à face des fauteuils, des bancs publics pour que les gens puissent se parler en étant face à face. Très bien, oui, ça c'est important. Et aussi par rapport dans d'autres lieux, au Royaume-Uni aussi, dans les pubs, la référence. Alors, oui, parce que le pub, historiquement, c'est finalement l'espace de lien social. Alors ça a beaucoup baissé, mais il y en a beaucoup plus que ce que nous, on a de café en France. Le dimanche, dans tout village d'Angleterre, on se retrouve encore au pub, c'est une vraie tradition, et on ne reste pas devant sa télévision, enfermé, à ne pas aller voir les autres. Donc le pub favorise la conversation, alors peut-être qu'on peut s'y engueuler. Oui. On n'est pas toujours d'accord. Exactement. Oui. La conversation n'est pas faite pour qu'on soit tous d'accord, mais au moins, ça apporte quelque chose, et ça donne une énergie qui est une énergie positive aux gens. Et on me posait la question toujours de qu'est-ce que c'est qu'une bonne conversation? Je ne sais pas. Ce que je sais juste, c'est qu'à un moment donné, quand la conversation s'arrête, il faut juste qu'on ait le sentiment d'être content, empli de quelque chose. Ça peut être très léger, mais ça laisse une jolie trace. C'est vrai. Alors vous avez lancé, je disais, le Festival des conversations en 2013. Il y a même eu un Festival des conversations au Maroc. Donc, le prochain aura lieu le 6 avril à Paris, donc le jour de la sortie du livre. Et cette année, le thème du festival sera l'engagement. L'engagement, alors comment on engage une conversation? On se plongera dans la générosité des conversations. Vous pouvez nous en parler? Oui, bien sûr. L'idée, alors j'ai volontairement, comme on est en plus dans une période qui paraît-il est une période électorale où l'engagement est quelque chose qui est quelque chose d'important. Je voulais montrer comment est-ce que, au travers des conversations, on peut s'engager. Alors effectivement, ce que vous disiez, on engage une conversation, mais on s'engage vis-à-vis des autres. Il y a un acte de générosité dans la conversation. Et ce qui m'intéressait, c'était il y aura 7 conversations différentes. Ça démarrera à 19h30. Donc on fait une nuit de la conversation. Oui, c'est ça. Voilà, 2-3 heures du matin. Et l'idée, c'est de montrer comment, avec différents thèmes qui seront abordés, finalement, l'engagement
c'est la base de la conversation. C'est-à-dire que, et c'est ce qui probablement différencie la conversation du bavardage. Si on ne s'engage pas, je veux dire presque physiquement dans une conversation, on aura du mal à avoir cette générosité, cette gourmandise. D'où les Italiens aussi qui parlent avec les mains aussi, il y a beaucoup d'Italiens. Et ça c'est important. Et donc ce que je veux montrer au travers de cette nuit-là, c'est justement cette ouverture sur les autres et comment la conversation peut permettre de s'engager pour aller plus loin. C'est ça. Voilà, par rapport à la politique, effectivement, vous dites dans le livre que la conversation n'est pas vraiment... C'est plutôt de l'invective, on s'invective, on est là pour faire du clash, faire du buzz. On cherche la petite phrase. C'est ça, exactement, pour faire... Voilà. Je vais à présent, Guillaume, vous poser des questions autour de la bienveillance, comme je le fais chaque semaine avec mes invités. Alors les questions viennent du collectif Ma Bienveillance, d'Alexandre Laflèche, un autre Alexandre. Ouais. Alors je vais te dire effectivement que j'avais prévu, mais que le livre est préfacé par Alexandre Jardin, qui dit d'ailleurs que voilà l'urgence aussi de, comment dire, que prendre le risque, oser converser. Il insiste aussi là-dessus. Voilà, j'ai oublié de le dire, mais c'est important de le dire. Alors voilà, Ma Bienveillance d'Alexandre Laflèche, que je vous invite à suivre sur les réseaux. Ouais. Première question, qu'est-ce que la bienveillance en vous? Je pense que c'est à la fois de la curiosité et de l'écoute. L'écoute. Mais l'écoute c'est très important, c'est-à-dire que, et alors ça rejoint les conversations, Oui. mais Oui, il n'y a pas de bienveillance. Il n'y a pas de bienveillance sans écoute et il n'y a pas de bienveillance sans curiosité. La notion de curiosité pour moi elle est très importante. C'est-à-dire que la curiosité c'est ce qui fait qu'à un moment donné on va vers l'autre et la bienveillance fait que finalement on accepte tout ce qui peut exister, même les différences des autres et surtout les différences des autres. Exactement, très bien, merci Guillaume. Quelle valeur, deuxième question, quelle valeur mettrez-vous en avant pour réenchanter le monde? Waouh. C'est quel au pluriel ou quel au singulier? Alors, quelle valeur bon, Non, j'ai une valeur auquel je crois fondamentalement, c'est la fraternité. Fraternité. Pourquoi? Parce que la fraternité aujourd'hui, c'est ce qui dépend de nous, justement. Et que le monde dans lequel on vit, alors certainement, et si je reprends la devise républicaine qui est sur nos frontons d'écoles, d'églises, etc., liberté, égalité, on n'est certainement pas forcément tous égaux, tous les uns par rapport aux autres. En termes de liberté, on n'est plutôt pas trop mal lotis par rapport à d'autres pays. Mais en revanche, il y a une valeur qui ne dépend que de nous. C'est cette notion de fraternité. Et pour moi, la fraternité, c'est ce que l'on construit ensemble. Il y a une phrase auquel je crois beaucoup. C'est pas ce que nous ressassent en permanence les journalistes et les politiques en disant comprenez, il faut travailler, c'est important, le vivre ensemble c'est important. Moi je ne crois pas au vivre ensemble parce que le vivre ensemble c'est une passivité totale. Je crois au faire ensemble. Et le faire ensemble, c'est ce qui amène à la fraternité. Donc ça rejoint les actions, toutes les actions, tout ce que vous faites effectivement. Chacun a une richesse, on a tous nos bagages qui sont plus ou moins lourds par moment, qui sont plus ou moins faciles à porter, etc. Mais en revanche, je pense qu'on s'enrichit des voyages et des bagages des autres. Et on a besoin de ça. Parce que je pense, et encore plus dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, où on voit bien que d'un côté, il y a des tensions qui sont de plus en plus importantes, qui sont de plus en plus violentes, de plus en plus fortes, et puis de l'autre côté, on a un accès de plus en plus permanent à des moyens d'aller s'informer sur les autres. Donc il faut qu'on réunisse ça, et qu'on accepte les autres, et qu'on s'accepte les uns avec l'autre, mais ça commence déjà par s'accepter soi-même. Très bien, merci. Troisième et dernière question. Si vous étiez un lieu, un livre ou un film, c'est où il faut choisir, bienveillant, lequel seriez-vous? Il faut choisir un livre ou un film bienveillant. Lequel seriez-vous? Alors il y a un lieu qui pour moi est le symbole de la bienveillance, mais c'est très personnel, c'est mon village en Corse. D'accord. Et c'est là où moi je retrouve en tout cas, alors c'est un village d'adoption, parce que c'est le village de ma femme, mais c'est là où moi je retrouve mes racines, c'est là où je retrouve un véritable apaisement. C'est là où, tu sais, c'est un peu comme dans Autant n'emporte le vent, quand elle a besoin de retourner à Tara et c'est la terre. Et moi je crois à la force de la terre. Alors après c'est une terre qui est une terre ancestrale, c'est une terre d'adoption, je sais pas, ça dépend. Mais moi je crois à ça, je crois à ces besoins d'ancrage que l'on peut avoir et qui sont totalement justement complémentaires à tous ces apports qui viennent de et on se retrouve peut-être sûrement le soir pour échanger. Alors hélas, il y a un peu trop la télévision et les gens bougent un peu moins. Mais en revanche, non, mais on a toujours tendance à penser que la Corse est un endroit qui n'est pas bienveillant. La Corse est une véritable terre d'accueil. C'est pour ça que c'est l'image que j'ai. Ouais, non, mais c'est ça. C'est vraiment une terre d'accueil. C'est une terre de
terre d'engagement, mais c'est une terre d'accueil, c'est une terre où voilà, on a toujours il y a une vraie fraternité, il y a une vraie solidarité qui existe. Et ça, pour moi, c'est l'image de mon lieu de bienveillance. Voilà. Très bien. Écoutez, voilà Guillaume Villemot, je vous remercie de vous avoir présenté votre livre. Donc je rappelle, Le pouvoir des mots, oser les conversations aux éditions Erol, un livre qu'on vous conseille dans le Bon Temps Chaud. Je rappelle également que le 6 avril aura lieu le Festival des Conversations et aussi notre date Avenue des Champs-Élysées. On vous mettra toutes les informations en dessous de la vidéo. Et également le 25 mars, la semaine prochaine, le samedi 25 mars, vous pouvez aussi retrouver le Festival des Conversations, enfin une partie, Oser les Conversations, au Balzar, à Paris. Rue des Écoles. Rue des Écoles. On peut aussi vous entendre sur la Radio Nova, il me semble, régulièrement. Régulièrement le matin, dans la matinale d'Edouard Baird, où je viens présenter des actions de Bleu Blanc Zèbre et quelques initiatives que je trouve particulièrement... Et notamment dernièrement, Stock en Stock. Ah, Stock en Stock est une très belle action. Mais l'idée, c'est de montrer des choses positives. Je crois que c'est ça. Et on parlait de bienveillance et ça va avec. Des actions positives à montrer aux gens. On va finir là-dessus. Toute conversation a une fin. Toujours. Et je vous remercie. Je vous invite à nous suivre sur la chaîne YouTube Alexandre Bontemps et de nous suivre sur le compte Facebook Le Bon Temps Chaud. La semaine prochaine, je recevrai Nathalie Cougny pour son livre « Dis pourquoi tu me fais du mal » autour de la maltraitance des enfants. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine.